Bienvenue à Mille et une cultures, votre émission hebdomadaire sur la diversité culturelle. Aujourd'hui, nous recevons deux grandes dames, deux femmes qui ont travaillé fort pour les femmes, pour la condition féminine. Madame Mariette Gilbert, présidente de l'AFEAS de Laval. Bonjour. Bonjour Mariette, tu as été aussi présidente de l'AFEAS provinciale de 2006 à 2009. À 2009. Et Madame Nicole Demers. Bonjour. Bonjour. Voilà. Madame Demers, députée à la Chambre des communes de 2004 à 2011, porte-parole du Bloc québécois en matière de conditions féminines de 2007 à 2011. Vous avez été aussi porte-parole sur plusieurs dossiers du ministère de la Famille, pour les proches aidants et aussi en matière de santé. Ouais. Voilà. Bonjour, puis bienvenue à Mille et une cultures. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'AFEAS et de la journée du travail invisible. Vous êtes la marraine de l'événement et Mariette, vous êtes à la tête de l'AFEAS. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quoi l'AFEAS? Alors, l'AFEAS est un organisme en condition féminine, un organisme de défense des droits. Alors, le nom un peu le dit, Association féminine d'éducation et d'action sociale. Alors, notre rôle, c'est d'informer, sensibiliser, conscientiser sur les divers sujets qui touchent les femmes et aussi de faire des représentations auprès des élus pour faire avancer les dossiers en conditions féminines. D'accord. Et parmi les dossiers en conditions féminines, il y a le travail invisible, que les gens confondent souvent à tort avec le travail au noir. Oui, c'est ça. Alors, le travail invisible, c'est tout le rôle parental et le rôle de proche aidant. C'est ça, c'est un travail d'amour et de devoir qu'on fait, mais en même temps qui est quand même très exigeant et qui a des conséquences importantes dans la vie des femmes. Pas que des conséquences, mais enfin, qu'il y a beaucoup d'effets sur la vie des femmes parce que même en 2020, le partage des tâches, ce n'est pas encore quelque chose d'égal dans les familles. Et les femmes, par les choix qu'elles font, ont beaucoup plus d'effets sur leur vie avec le travail invisible. Parce que ça demande beaucoup de temps et ça affecte tous les aspects de leur vie. Voilà. Et comment est née cette journée du travail invisible, Madame Demers? C'est vous qui avez présenté la motion en 2010. Oui, j'ai eu cet honneur-là de présenter une motion pour faire reconnaître le travail invisible par mes collègues de la Chambre des communes. À ce moment-là, je dois vous dire qu'il y a eu beaucoup de travail de préparation parce qu'on doit commencer par convaincre nos collègues de notre caucus. Ensuite, il faut convaincre les collègues des autres formations politiques et par la suite s'assurer que les leaders des différentes formations politiques vont être d'accord pour voter sur une motion en Chambre et puis être d'accord à l'unanimité parce que les motions doivent être votées à l'unanimité pour être reconnues. Et une fois que la motion est reconnue, à ce moment-là, on peut dire, oui, le travail invisible existe, c'est réel, donc à partir de maintenant, nous pouvons agir pour pouvoir élaborer des politiques, des mesures différentes pour s'assurer que les personnes qui exercent ce travail invisible-là soient reconnus dans le travail et puissent bénéficier de certains avantages. Parce qu'autrement, si le travail demeure invisible, les personnes demeurent invisibles aussi et ne bénéficieront jamais d'avantages. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous étions très fâchés quand le gouvernement Harper, en 2008, a cessé le recensement, le questionnaire de recensement long, qui nous permettait de déterminer le nombre de personnes qui exerçaient du travail invisible et par le fait même en faire partie, le PIB, le produit intérieur brut d'un pays, doit calculer aussi ce travail-là. Parce que sans ce travail-là, que les femmes exercent, que les hommes, certains hommes exercent aussi comme aidants naturels, sans cette reconnaissance-là,
ben, le produit intérieur brut n'a pas le même impact, n'a pas le même effet, c'est pas le même montant non plus. Voilà, puis ça reflète pas la réalité, en tout fait. À fait, ça. Tout voilà. à fait. Mais 20 ans plus tard, nous, on voit une campagne de reconnaissance, d'institution même de la journée du travail invisible en journée nationale. Oui. Donc, pourquoi cette campagne et pourquoi c'est important? C'est qu'il faut refaire ce travail-là parce que la motion qui a été adoptée il y a 10 ans, en fin de compte, elle n'a jamais été intégrée au calendrier des journées officielles du Canada. D'accord. Alors, c'est resté une journée pour le Québec et il y a des journées pour toutes sortes de raisons qui sont inscrits au calendrier. Et entre autres, je voyais ce matin, il y a une journée pour la rosacée qui est inscrite au calendrier fédéral, alors que la journée du travail invisible qui touche tant de milliers et milliers de personnes n'est pas inscrite. Et en parler, le faire reconnaître, c'est l'importance des mots aussi nommés. Je pense que c'est Jean-Paul Sartre qui avait dit ça. En tout cas, nommer, c'est faire exister. Voilà. Nommer, c'est faire exister. Alors, comme vous disiez. Alors, c'est ça. Alors, on réentreprend cette démarche pour arriver à faire reconnaître cette journée-là et que ça devienne une journée pan-canadienne. D'accord. Pas juste québécoise, mais pan-canadienne. Une réalité internationale aussi. Oui, hein? Oui. Voilà. Oui. Puis la FEAS est citée en exemple ailleurs dans le monde, je pense. Oui, il y a eu un article récemment dans le Figaro où la journaliste cite la FEAS qui a développé ce concept il y a une quarantaine d'années et qui a instauré la journée du travail invisible il y a 20 ans. Puis l'UNESCO, dans un rapport récent aussi, dit qu'à l'échelle mondiale, c'est 10 000 milliards de la valeur de ce travail. La valeur chiffrée du travail. La valeur chiffrée, ils estiment à ce montant-là. C'est sûr que le travail invisible peut avoir des variantes selon les pays, parce que dans certains pays, ça comprend, par exemple, la recherche de l'eau que les femmes doivent transporter, alors que nous, l'eau, on l'a au robinet. Voilà. C'est d'autres réalités, mais ça reste du travail qui n'est pas reconnu, qui a un très grand impact sur la vie des femmes, et automatiquement de leur famille. Voilà. Et 20 ans plus tard, ici au Québec, au Canada, c'est quoi le bilan? Qu'est-ce qui a évolué? Les gains et qu'est-ce qui reste à faire, en fait? Il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises de l'avant pour, par exemple, les aidants naturels, mais ce ne sont pas des mesures qui satisfassent à la cause présentement. On a besoin de mesures vraiment plus structurées. On a besoin de quantifier et de qualifier le travail invisible afin de pouvoir élaborer des politiques qui vont répondre aux besoins des personnes qui l'exercent de façon continue, de façon habituelle, et qui bien souvent n'en sont même pas conscientes. Parce qu'on fait les choses chez nous tous les jours, mais on ne se dit pas « Ah, c'est du travail invisible que je fais. » Mais non, je fais plaisir à ma famille, je fais le souper pour les enfants, j'aide mes enfants pour leurs devoirs, j'aide mes parents pour leurs courses, j'aide mes parents pour leurs soins de santé. On ne se dit pas « c'est du travail invisible mais c'est du travail invisible. Et ce travail-là doit absolument être quantifié et qualifié pour s'assurer d'avoir des mesures correctes pour y répondre adéquatement. Voilà, des mesures c'est qu'actuellement, ce qui existe, c'est des crédits d'impôt non remboursables. Alors, les personnes qui ont des très faibles revenus n'en voient jamais la couleur. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de mesure de protection. Une personne aidante qui s'occupe de quelqu'un de malade dans la famille. Un enfant handicapé, c'est un cas réel, voilà. Et qui se blesse en effectuant ces tâches n'a aucune protection. Alors que si c'est un préposé ou une préposée qui vient faire ces soins-là, elle va avoir le salaire, les mesures sociales comme la régie des rentes, l'assurance emploi, et elle va avoir une assurance pour la protéger si elle se blesse au travail. Alors que si c'est quelqu'un de proche qui le fait, elle n'a
aucune protection. Et en plus, s'il lui arrive quelque chose à elle, elle va devoir assumer les effets sur l'autre personne. Oui. Alors, on calcule beaucoup en se disant, si la personne ne fait pas le travail va devoir être fait par une tierce personne parce qu'il est essentiel. D'accord. Et l'exemple flagrant que j'ai vu l'année passée, c'est, mettons, les parents d'enfants handicapés et qui n'ont pas souvent un soutien financier qu'une structure au privé ou au médical aurait plus. Voilà. On va venir... C'est des mesures... Juste vous dire, c'est qu'à un moment donné, il y a certaines mesures qui existent, mais c'est tellement disparate, ça ne communique pas ensemble, alors ça devient d'une complexité pour ces parents-là qui sont déjà surchargés. Voilà. OK. Et on va parler, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais il faut qu'on parle de votre conférence. Donc, pour marquer cette journée, vous faites une conférence le 5 avril. Oui, un dîner-conférence avec Mme Demers. Oui, Mme Demers qui a accepté d'être notre marraine. Alors, comme elle était très importante dans ce dossier-là, c'était vraiment le nom qui s'est présenté à nous tout de suite. Et c'est ça. Alors, on va avoir... le 5 avril, de 11h à 15h. On va en profiter aussi pour célébrer les 20 ans de la Journée du travail invisible, parce que la FEAS l'a créé il y a 20 ans. Mais le sujet qu'on a retenu cette année avec les conférencières, c'est mettre en lumière le travail invisible des jeunes. Parce que il y a des jeunes qui doivent s'impliquer dans la famille, soit parce que dans la fratrie, il y a un des enfants qui est malade ou handicapé. Ça peut être un parent qui est malade. Ça peut être aussi dans le cas des familles où les parents ont des emplois avec des horaires atypiques, des emplois précaires, où à ce moment-là, les enfants doivent donner plus jouer un rôle plus important dans la famille. Alors, on veut aborder ces aspects-là pour dire, ben, c'est quoi la réalité, puis c'est quoi les effets. Et dans les jeunes qui font du travail invisible, dans les statistiques qui sont sorties, c'est quand même un très grand pourcentage de jeunes et ça a des effets sur tout leur parcours de vie. Alors, c'est ce qu'on veut aborder avec nos conférencières. Vos conférencières qui sont aussi relativement jeunes et qui travaillent avec des jeunes, hein? Oui, on a une jeune conférencière de 23 ans qui a un grand frère trisomique et qui a vécu cette réalité-là dans sa famille. Alors, elle va nous parler de son vécu. Et l'autre conférencière, c'est une enseignante à l'université. Elle est à Saint-Jérôme, au campus de l'Université du Québec en Outaouais. Et elle est enseignante en psychologie et psychopédagogie. Et c'est son domaine de recherche, les jeunes et le travail invisible. Alors, ça va être vraiment très intéressant, je pense. OK. Donc, le 5 avril, de 11h à 15h. Au Collège Le Tendre. Le Tendre. Un dernier mot, Mme Demers, pour ces 20 ans? Oui, certainement. Moi, j'inviterais toutes les femmes élues à différents niveaux politiques de sensibiliser leurs collègues à cette cause-là pour s'assurer qu'un jour, on ait véritablement une journée du travail invisible qui soit instaurée à travers le Canada et qu'on puisse être fiers de dire on a mis sur pied la journée du travail invisible pour reconnaître les hommes et les femmes qui exercent un travail invisible. Voilà. Donc, pour les 20 ans, une journée nationale du travail invisible. Merci beaucoup, Mariette. Merci de nous avoir reçus. Ça me fait plaisir. Merci, Mme Demers. Merci à vous. Voilà. On va maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un phénomène, d'une tendance qui est grandissante. Ce sont les compétitions de jeux vidéo, encore appelées e-sport ou le gaming. Je partage donc avec vous quelques éléments de ce phénomène. On ne parle pas ici de jouer à des jeux vidéo une fois de temps en temps, seul, avec des amis ou en famille, comme c'est le cas pour 61% des Canadiens et des statistiques de 2016. On parle bien de compétition.
Considéré comme un sport ou une sous-industrie du sport par certains commentateurs, le sport électronique a même une ligue professionnelle à laquelle adhèrent les cyberathlètes d'une vingtaine de pays environ. C'est la Overwatch League qui a été créée en 2016. Il faut comprendre aussi que les différentes compétitions sont souvent reliées à un jeu vidéo en particulier. Au Québec, il existe aussi la Fédération québécoise de sport électronique qui s'occupe de gérer et de développer les sports électroniques d'une façon durable, notamment sur le plan juridique. Il existe donc, par exemple, la Coupe du Monde, Fortnite, dont la finale a eu lieu en 2019 à New York. On dit également que c'est un sport qui rapporte gros à ceux qui compétitionnent, mais aussi aux grandes compagnies mondiales qui s'y associent et qui misent gros en signant des contrats de partenariat des plus intéressants. Les revenus des champions de tournois de jeux vidéo pourraient dépasser ceux de certains champions des compétitions sportives classiques, comme le tennis par exemple. Alors, à qui s'adressent ces jeux vidéo? Le public des compétitions de jeux vidéo est assez jeune, ça c'est sans aucune surprise. Un public jeune qui, selon M. André Richelieu, qui est professeur en marketing de sport à l'UQAM, n'est pas nécessairement attiré par le sport traditionnel et ce sont des jeunes hommes entre 18 et 30 ans. Disons que c'est des personnes qui ne sont pas vraiment fans des médias classiques, soit la télévision câblée ou les journaux en papier, mais qui préfèrent les jeux électroniques. Tout ça, c'est bien beau, mais si vous êtes comme moi, vous avez dû vous demander, les jeux vidéo, est-ce que c'est vraiment un sport? Là-dessus, les avis sont partagés, mais on sait que pour prendre part à des compétitions, donc pour accéder à un niveau professionnel, cela nécessite de l'entraînement. Beaucoup d'heures de travail pouvant aller jusqu'à 10 ou 12 heures de jeu par jour, au dire des compétiteurs. Ce qui est évidemment pas possible quand il s'agit physiquement pour le corps. Et ces compétitions sont aussi régies par des règles. Il y a des règles de jeu à respecter. Donc, c'est une activité qui mobilise beaucoup le mental, plus que le physique. En fin de compte, les cyberathlètes font plus d'efforts physiques qu'un professionnel de tir à l'arc ou même de golf, par exemple. Et ces deux activités sont reconnues comme sport olympique selon Thierry Carcenti, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation à l'Université de Montréal. Au Québec, on a aussi des champions. On peut penser au jeune Québécois qui a remporté en duo le tournoi Fortnite en Pologne en 2019 ou encore un Sherbrookeois de 20 ans qui a pris part aux championnats mondiaux de League of Legends. Alors, que l'on soit d'accord ou pas, le sport électronique interroge presque autant qu'il intéresse de plus en plus les compétiteurs, mais aussi ceux qui les commanditent. Les clubs de sport traditionnels comme la NBA, la MLS ou la LNH ne sont pas en reste et organisent des événements sportifs électroniques, eux aussi, basés sur leurs propres jeux et vont jusqu'à embaucher des compétiteurs professionnels pour les représenter au sein de ces compétitions. Est-ce qu'on ne devrait quand même pas se questionner sur les effets d'un point de vue social, par exemple, sur les effets sur la santé? Quand même, ce sont des entraînements qui nécessitent une exposition prolongée aux écrans et une exigence mentale, alors que l'exposition aux écrans croissante et prolongée est de plus en plus décriée par les spécialistes, notamment chez les plus jeunes. On peut aussi évoquer la sédentarité que nécessite ce type d'activité. On peut se poser la question aussi sur la persévérance scolaire ou encore le rapport à l'argent que peuvent susciter ce genre de compétition. Alors qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, la table est mise pour des réflexions sur notre société. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons un artiste typique du Sahel, Hampaté Gaye, Hampaté et le Sahel Blues. Bonjour Hampaté. Bonjour Khady. C'est un plaisir de t'avoir. Tout le plaisir est pour moi aussi. Voilà, Hampaté qui est aussi un compatriote, mais il faut le dire, hein, au Québec, les immigrants sénégalais sont très vivants dans le milieu culturel, puis dans le milieu de la musique. Voilà. Hampaté, d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Hampaté et le Sahel Blues?
En fait, Hampâté, c'est un nom typique sahélien qui vient de Pathé. Pathé, c'est souvent dans la famille Peul traditionnelle. Pathé, c'est tout le temps le 5e fils qui porte le nom. Hampâté, Hammadi, c'est le premier fils. Donc, Hampâté, c'est le premier fils du 5e fils. Ça donne Hampâté, c'est un nom typique Peul. Je suis originaire du Sénégal. Et le Sénégal c'est une zone sahélienne. Je viens du nord du Sénégal, une zone, je peux dire, qui a beaucoup d'influence démographique. On y retrouve beaucoup d'ethnies, Peul, Maure de la Mauritanie, Soninké et même des Bambara du Mali qui ont migré dans cette zone du Sahel depuis des années. Une zone, le nord du Sénégal, qui est quand même, qui subit des influences nomades, des influences de la Mauritanie et des populations Peul, ce qui se reflète dans ta musique, Hampâté. Et comment on la qualifierait, cette musique-là? Elle est nomade, c'est du blues, elle est chantée, elle est parlée. Comment tu la qualifies, ta musique? En fait, souvent, beaucoup de gens me demandent c'est quoi le Sahel blues? Il faut se rappeler aussi que l'origine du blues même, c'est l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les gens qui connaissent la culture ouest africaine, on sent les gammes blues. Et ce blues, pour moi, je le décris comme étant notre façon de vivre dans le Sahel, notre façon de s'exprimer. Par exemple, les parentés par plaisanterie, qui a été instaurée depuis l'Empire du Mali, vers les années 1200 et quelques. Donc, c'est ce que j'appelle le blues du Sahel. C'est une sociologie autour de la chanson. Voilà. Autour de ces peuples, de ces ethnies qui ont habité dans cette zone au fil des millénaires. C'est aussi l'histoire des peuples, parce que quand on t'entend des fois chanter, tu fais comme référence à un lignage, tu fais référence à des héros qui sont là, puis leur histoire est racontée d'une certaine façon. Ce qui est typique aussi des ethnies Peul, Hampâté. Oui, c'est vrai. Voilà. Et comment s'est passée ta carrière au Sénégal? Parce que tu en as eu une belle avant de venir au Québec depuis 2 ans. Tu en as encore une belle. Oui. Au Sénégal, en 2012, on a sorti notre premier album avec mon groupe au Sénégal. Et on avait eu aussi la chance d'avant de se faire connaître sur des festivals, dans beaucoup de plateaux. Et notre premier album, Racine, a été très bien accueilli par le public sénégalais, les mélomanes. Et même au niveau international, on a fait de la promotion, tout ça. Et après, c'est ce qui m'a même donné la chance d'aller exploiter ou bien d'aller découvrir d'autres styles musicaux, ce qui m'a amené au mois de juin 2013 au Brésil. Et j'ai fait là-bas une résidence artistique avec un artiste brésilien, un bluesman du Brésil. C'est par l'intermédiaire de l'ambassade du Brésil au Sénégal. Et ça m'a ouvert beaucoup de possibilités au niveau international. Donc, vous avez fait une résidence au Brésil qui a donné lieu à un second album. Second album, oui. Dakar, collaboration Dakar-Rio. Et c'est toujours dans le même style, les mêmes contenus bon, pas forcément dans le même style, mais c'est la rencontre de 2 styles, de 2 cultures, de 2 musiques différentes. Parce que quand je suis allé au Brésil, j'ai découvert là-bas, du point de vue rythmique, moi je connaissais que la samba ou bien cha-cha-cha, ce genre de rythme-là. Mais au Brésil, j'ai découvert qu'il y a une multitude de rythmes et de mélodies. Et tous ces rythmes et mélodies viennent d'Afrique. Donc ça a été une très belle rencontre avec ces musiciens brésiliens. Voilà, donc une rencontre d'Africains et d'Afro-descendants quelque part. Et au Québec, depuis 2 ans, vous faites quoi? C'est quoi les projets artistiques au Québec? Oui, c'est vrai que je suis resté presque 2 ans où personne ne me voyait plus. Les gens se posaient beaucoup de questions. C'est vrai que c'était un peu personnel. Mais maintenant, depuis un moment, je commence à revenir parce que j'étais en train de chercher une autre façon de s'exprimer parce que le monde évolue, les gens évoluent, on voyage, on apprend, on découvre de nouvelles choses. Parfois même, on découvre de nouvelles choses sur nous-mêmes
qui nous pousse à revoir notre façon d'interagir avec les gens. Donc, actuellement, je suis en train d'expérimenter un nouveau style. Quand je dis un nouveau style, c'est juste une nouvelle forme d'expression artistique. J'essaie d'allier la musique, les légendes d'Afrique, des contes, un peu de la motivation, d'interagir avec le public. Parce que les gens ont besoin, parfois, de t'écouter, mais ils ont besoin d'être écoutés aussi. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, quelque part, une expression artistique où toi, tu vas à la découverte aussi de tes spectateurs. Justement. Une conversation musicale. C'est ça. C'est ça que tu es en train de nous préparer. Effectivement. Voilà. Puis, le projet en est où? As-tu commencé? As-tu des projets? Oui, j'ai des projets. Je suis en train de travailler sur des projets. C'est vrai que... avec facteur de temps, il faut beaucoup d'organisation et beaucoup de discipline pour pouvoir... de mûrir aussi. De mûrir ça aussi parce que de nature, je suis un perfectionniste. J'aime le travail bien fait. Et même au niveau de mes compositions, je suis très, très exigeant avec moi-même parce que je respecte mon public. Je respecte mon public. Et je voudrais bien, le jour où je vais leur présenter un nouveau produit ou bien un nouveau style d'expression artistique, que le public puisse vraiment être dedans, qu'il puisse y adhérer et même trouver aussi leur... comme on dit, s'y retrouver. S'y retrouver, en fait, voilà. c'est ça. Donc, quelque chose qu'on attend avec impatience. Oui, c'est pour bientôt. Hein? Voilà, comme tu l'as dit, le premier album a placé la barre très, très haut. Racine, que j'ai découvert et que j'ai beaucoup adoré. Ah, merci beaucoup. J'étais surprise de te voir à Laval, puis c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois à l'émission. Merci d'être passé nous voir. Tout le plaisir est pour moi. Empathé. On va d'ailleurs se quitter sur une de tes chansons, Poulot, qui parle de nous. Je suis une peu là. Voilà. Merci Empathé. Merci à vous qui nous suivez à la maison. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Blow jerry, blow fire da, blow jerry. Dedin pulaku, sadidi wadi barakinde, soda chile nyolma, ayahat handi juda. Gaina ko yeti saurum sogina yina tindelade sogina yina tilumbe koile yo yo blojeri yo blojeri bulo dogata blojeri bulo fayeta blojeri aina be fulbe jom ko som nay